Bonjour à tous. Alors, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce troisième webinaire portant sur le harcèlement en milieu de travail, comment prévenir, soutenir et intervenir. Alors, pour faire cette présentation aujourd'hui, nous sommes en présence de Madame Chantal Lamoureux, qui est de l'organisme CHRA, donc de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Donc, bonjour Madame Lamoureux, ça me fait plaisir de vous compter parmi nous. Donc, ce webinaire-là, c'est comme on va procéder pour ceux qui étaient là au précédent webinaire de la même manière. Donc, il y aura une période de questions et réponses à la fin de la présentation de Mme Lamoureux. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez, prenez note tout au long de la présentation s'il y a des questions et puis ça va nous faire plaisir de répondre à la toute fin. Donc, je laisse à Mme Lamoureux le soin de se présenter et d'amorcer le webinaire. Alors, merci. Merci beaucoup, Madame Bouchard, de cette invitation. Bonjour à vous tous. Donc, Chantal Lamoureux, CRHA, c'est-à-dire conseillère en ressources humaines agréées, de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. On est un ordre professionnel, un des 46 ordres au Québec, comme le barreau, la Chambre des notaires, le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières. On compte 11 000 membres à travers le Québec et à l'Ordre, on s'occupe effectivement de l'admission, s'assurer que les gens ont un niveau de compétence pour pouvoir porter ce titre professionnel. On les accompagne tout au long de leur carrière. Ils ont des obligations en matière de formation continue. Ils doivent respecter des normes de pratique, peuvent être inspectés et il y a tout un processus disciplinaire. Donc, quand vous avez l'opportunité, l'occasion de travailler avec un conseiller en ressources humaines agréé, c'est un gage de qualité. En plus de travailler à l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées comme directrice de la qualité de la pratique, j'ai plus de 25 ans d'expérience dans différentes organisations, grandes, petites, publiques, privées, au BNL, etc., soit comme employé, soit comme membre de conseil d'administration ou de bénévole pour ces entreprises-là. Donc, j'ai un bon bagage de connaissances aussi. Et mon intention vraiment aujourd'hui en prononçant cette conférence-là, puis en mettant à votre disposition des outils, puis en vous permettant de poser vos questions et de trouver des réponses, c'est vraiment justement de vous sensibiliser à tout ce que vous pouvez faire dans votre rôle de gestionnaire. Vous avez une grande responsabilité de faire en sorte que les gens évoluent dans un climat de travail sain. C'est une des responsabilités parmi tant d'autres, j'en conviens. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire effectivement pour rencontrer ce devoir-là? Donc, on va regarder des outils, des ressources, on va parler de choses très, très concrètes que vous pouvez faire dans votre milieu de travail. Donc, on se lance, on commence. C'est sûr que depuis 6 mois, on le dit, on le répète, on l'entend sur toutes les tribunes. On se dit plus rien ne sera jamais plus pareil. Mais pourtant, on est tous des êtres humains qui travaillons ensemble. C'est fondamental et ça demeure, peu importe les moyens, peu importe ce qui se passe. On reste à la base des êtres humains avec nos forces, nos faiblesses, nos vulnérabilités. Et dans les milieux de travail, quels qu'ils soient, comment ils sont particuliers, comme les beaux milieux de travail sont effectivement très particuliers, bien, il peut arriver toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses qui mènent à la détresse psychologique. Permettez-moi de parler de détresse psychologique avant de parler de harcèlement, puis je vais faire le lien dans quelques minutes. Mais on a des données récentes et là, je suis certaine qu'avec la pandémie, on va en avoir plein d'autres. Mais on sait que depuis 2018, au Canada, c'est au moins une personne sur 5 qui éprouve des problèmes de santé mentale. Donc, 20% de la population canadienne, c'est beaucoup. Ce n'est pas tous reliés au travail, j'en conviens, mais c'est une situation qui est importante à prendre en considération.
Ça fait en sorte que ces données-là sur le milieu de travail, ça fait qu'à chaque semaine, il manque 500 000 personnes au Canada qui sont incapables de travailler en raison de maladies, de problèmes associés à la santé mentale. Et ça coûte ça à l'économie canadienne plus de 50 milliards de dollars par année. C'est des gros chiffres quand on regarde ça à l'échelle canadienne, mais on a tous, gestionnaires, professionnels en ressources humaines, tous les types de professionnels avec lesquels vous pouvez travailler, les employés, les partenaires, les clients, on a tous une responsabilité et on doit savoir qu'effectivement, le harcèlement peut être une des causes qui amène à de la détresse psychologique. C'est un des impacts très, très, très importants et c'est pourquoi il faut s'en soucier. Je vais passer extrêmement rapidement là-dessus parce que je sais que vous avez eu tout un webinaire sur l'aspect juridique du harcèlement. Donc, vous avez vu la définition selon la loi sur les normes du travail. Le harcèlement psychologique est maintenant dans la loi. Le harcèlement sexuel, c'est une conduite vexatoire. Ça se manifeste par des comportements, des paroles, des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, qui portent atteinte à la dignité, à l'intégrité psychologique ou physique de la personne et qui rendent le milieu de travail très néfaste. On dit que ce sont des événements répétés, mais il peut effectivement, ça peut arriver que ce soit une seule conduite, une seule action qui soit reconnue. Donc, je passe rapidement là-dessus. Je vous amène sur des données intéressantes au Québec. On a des données depuis un bon bout de temps, comme quoi c'est un travailleur sur 5 qui estime avoir été l'objet de paroles, d'actes qui portent atteinte à sa dignité ou à son intégrité, au moins une fois au cours des 12 derniers mois dans le cadre de leur emploi. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'on a sondé de notre côté les travailleurs au Québec cet été, au mois d'août, tout récemment. Et de manière générale, c'est rendu un travailleur sur 3 qui indique avoir été personnellement victime ou témoin d'une situation de harcèlement. Donc, c'est des données qui nous indiquent que peu importe la situation, comme je vous disais d'entrée de jeu, on a beau dire que rien ne sera plus jamais pareil. Le harcèlement est là. La situation actuelle rend ça, c'est comme un terreau fertile pour que le harcèlement arrive. On va voir dans quelques minutes un peu comment ça arrive, tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a un contexte anxiogène, des pertes d'emploi, des mises à pied, il faut se réinventer pour des gens qui sont plus dans du travail de bureau. Dans votre industrie, il y a des gens en soutien qui sont plus en télétravail, qui n'étaient peut-être pas habitués à travailler comme ça, en tout cas pas autant sur une longue période. Donc, nos modes de communication sont remis en question. Ce n'est pas évident présentement. Et vraiment, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut redoubler d'ardeur, adapter effectivement ce qu'on fait au contexte actuel pour continuer à prévenir. C'est loin d'être parti le harcèlement à cause de la pandémie. Ce que je veux regarder avec vous aujourd'hui, c'est vraiment les facteurs au niveau de la gestion ou de l'organisation dans votre milieu de travail sur lesquels vous pouvez intervenir. Il y a divers facteurs de risque, on va les regarder ensemble, mais je vous dirais, s'il y a une chose que vous retenez de ma conférence aujourd'hui, une seule affaire, c'est d'être à l'écoute de vos gens. C'est un défi dans le contexte actuel, c'est un défi pour votre industrie, j'en conviens.
Mais c'est ça, dans votre rôle de gestionnaire, de dirigeant, qui va faire la différence. Comme je disais tantôt, c'est sûr que c'est une co-responsabilité puis que tout le monde dans l'organisation doit mettre l'épaule à la roue. Mais vous, dans votre rôle, l'écoute, c'est vraiment primordial pour être tout le temps à l'affût, l'écoute pour sentir effectivement si un de ces facteurs de risque-là n'est pas en train de se matérialiser et pas en train de devenir là, plus qu'un risque, mais une réalité. Donc ça, c'est très, très, très important. On va les regarder ensemble, les facteurs de risque, pour vous aider à les comprendre, puis on va regarder qu'est-ce que vous pouvez faire, justement. C'est sûr qu'il y a le style de gestion qui est un facteur de risque. Est-ce que votre style de gestion, est-ce que le style de chef d'équipe que vous avez dans vos organisations, que ce soit temporaire, etc. Des fois, on crée des groupes, il y a des organisations, des fois, il y a des bénévoles, puis là, on crée des groupes avec un chef de bénévoles, puis tout ça. Est-ce que les gens qui sont dans ces positions-là, c'est adapté au contexte, aux personnes qui sont là? Ça fait une très grande différence, le style de gestion. Le deuxième, c'est l'inertie de la direction du personnel d'encadrement, c'est-à-dire les gestionnaires. C'est sûr que, je vous disais là, il y a 30 secondes, que l'important, c'est d'être à l'écoute. Mais si vous êtes à l'écoute puis vous ne faites rien avec ça, c'est terrible. C'est terrible. Ça va avoir des impacts encore plus grands. Donc, l'inertie, c'est un grand facteur de risque. Les méthodes de gestion, comment effectivement on gère quand, par exemple, les règles de collaboration sont mal définies. Quand ça peut créer de la compétition malsaine malheureusement, entre les gens. Donc, les méthodes de gestion sont un facteur de risque. L'organisation du travail, c'est certain. Il faut souvent se poser des questions sur comment on organise le travail, sur les mécanismes de coordination entre les équipes. Des fois, on va faire ça comme gestionnaire, puis j'en suis une gestionnaire, là. Je comprends totalement. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la gestion. Mais là, on va dire, telle équipe va s'occuper de cet aspect-là, puis l'autre équipe va faire ça, puis l'autre équipe va faire ça. Puis là, on fait ça avec toute la bonne intention du monde. Mais on ne pense pas nécessairement à comment l'équipe A va intervenir avec l'équipe B, puis l'équipe B avec la C. Et c'est là que des fois qu'effectivement, le bas blesse. C'est sûr que si on est en sous-effectif ou qu'il y a une surcharge de travail, il faut mettre des choses en place. Si ça perdure, c'est un facteur de risque. Des tâches qui sont mal définies ou une organisation du travail qui est défaillante, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont à faire, comment le faire, où sont les outils, où sont leurs ressources. La hiérarchie excessive, ça c'est dans les plus grandes organisations, je vous avoue, mais ça a un très grand impact. C'est un facteur de risque s'il y a trop de paliers puis on ne sait plus à qui s'adresser. Le manque d'information, le manque d'instruction, la demande de souplesse, notamment en tout ce qui a trait aux horaires, aux statuts professionnels. Le non-respect des caractéristiques humaines et locales. On parle beaucoup aussi ces temps-ci de diversité, de discrimination. Donc, quand les gens ne se sentent pas considérés dans ce qu'ils ont d'unique, ça peut être un facteur de risque. Et finalement, les locaux, effectivement, comment sont aménagés les différents espaces de travail est aussi un facteur très important. Donc, ces facteurs de risque-là, c'est important d'être à l'écoute parce que le harcèlement, là, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est très, très rare. Là. C'est des rares exceptions. Mais il y a des modèles qui existent depuis des années qui ont été validés par de la recherche puis qui montrent que c'est une escalade, cette affaire-là. Ça commence par du mécontentement. On a le sentiment qu'on n'est pas traité de façon équitable, qu'il y a des gens qui ont des passe-droits, on sent qu'on manque d'appréciation, il y a une mauvaise communication. Puis là, on devient irrité. On peut avoir, par exemple, le sentiment que notre talent est sous-estimé, on peut avoir l'impression de faire du surplace, on n'a aucun suivi, aucune rétroaction.
Après ça, ça peut amener de l'incivilité. On n'est plus rendu mécontent puis irrité, ça amène de l'incivilité. Donc là, on est rendu dans le manque de respect, l'impolitesse, dans l'intrusion dans la vie personnelle, dans la violence verbale. Et là, on est rendu pas tellement loin du conflit. Conflit de valeurs, conflit de pouvoir, les conflits interpersonnels et organisationnels. Et ça peut, malheureusement, c'est là que si ce n'est pas travaillé, traité, si vous n'avez pas été à l'écoute, si vous n'avez pas mis en place des conditions, ça peut amener effectivement au harcèlement. Donc, quand on parle de comportement, à être à l'écoute de ces choses-là, c'est effectivement empêcher, quand on voit que des gens sont empêchés de s'exprimer, quand ils sont isolés, quand ils sont déconsidérés, se sentent déconsidérés. Et ces trois premiers-là, là, entre autres dans le contexte de télétravail, si vous vivez ça, c'est encore plus facile là, dans le contexte de télétravail de peut-être tomber là-dedans, de se sentir isolé, pas appelé dans les réunions. En milieu de travail, on passe, puis on se parle, puis tout ça. Là, il y a un risque encore plus grand. Puis comme pour les gestionnaires, ça veut dire d'être encore plus dans communiquer avec les gens, aller chercher comment ils se sentent, etc. Mais se sentir discrédité, menacé, agressé, déstabilisé. Donc, c'est une échelle, ces comportements-là. Et ça amène beaucoup d'impact, autant sur les personnes, sur les équipes, sur les organisations, sur les personnes. Dans la définition même du harcèlement, on le parle, l'intégrité physique, psychologique. Les gens se rendent malades, malheureusement, quand ils sont témoins ou sont victimes de situations de harcèlement. Sur les équipes, il y a un risque de perte de confiance entre collègues envers son employeur. Et ça, quand on a perdu la confiance, c'est tellement de travail à aller rechercher. C'est dur, ça. Les risques sur les organisations, vous avez eu un webinaire aujourd'hui sur tout le risque réputationnel, mais des risques financiers aussi. Donc, ça vaut la peine d'investir en prévention, d'investir pour mieux comprendre. À l'ordre des CRHA, on a mis à la disposition de tout le monde, pas seulement les CRHA. Donc, si vous allez sur notre site ordrecrha.org, vous pouvez avoir accès, à gauche, vous le voyez, là, un guide qui s'appelle « Pour des milieux de travail exempts de harcèlement », où vous allez trouver là beaucoup d'idées concrètes sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour prévenir dans vos milieux de travail. On va voir des choses spécifiques ensemble dans les prochaines minutes. Et on a aussi un programme de formation en matière de gestion du harcèlement au travail. Et ce programme-là, les 2 premiers volets sont disponibles pour tout le monde. Le volet qu'on appelle notion de base et l'autre qui s'appelle prévention. Notion de base, c'est pour vous permettre de comprendre c'est quoi du harcèlement, où ça s'arrête, c'est quoi le droit de gestion, comment on peut amener ça dans son organisation. Puis la prévention, bien là, on va plus loin dans la prévention et comment on peut faire les choses. On offre présentement toutes ces formations-là en format virtuel naturellement. Ce sont des classes virtuelles. Puis notion de base, à partir du mois d'octobre, on va offrir une formation qui va être disponible en mode quand vous voulez, là, que vous écoutez comme un film ou une émission de télé sur votre plateforme préférée, avec des comédiens, des mises en situation, une formation très, très interactive qui s'en vient sous peu. On a aussi des outils connexes, parce que là, je viens de vous parler de tous les facteurs de risque. Il y a plein d'affaires alentour du harcèlement. Le télétravail, c'est une réalité et c'est bon de l'encadrer, le télétravail. Donc, on a fait un document sur comment faire sa politique de télétravail.
On vit plein de changements. On a un guide sur comment miser sur l'humain en contexte de changement. Quand on amène des changements, comment on peut faire ça? Parce que effectivement, là, dans l'escalade que je vous ai montré plus tôt, les changements peuvent amener ces situations-là. Et si on n'a pas pris le temps de bien comprendre ça, ça peut amener malheureusement jusqu'à des situations d'harcèlement. Donc, il y a un guide qui est disponible là-dessus. Puis, il y en a un dernier sur lorsqu'il faut congédier, comment garder l'humain au cœur du processus. Ça arrive qu'il faut se défaire des gens. Donc, on ne traite pas de la décision de congédier dans ce guide-là, mais plutôt la décision, elle est prise. Et maintenant, comment on fait ça et comment on traite la personne avec toute la considération que tout être humain est en droit de s'attendre, comment on a de la considération pour les équipes, pour les clients et les partenaires. Finalement, on a toute une section aussi concernant la pandémie qui peut vous être utile sur comment gérer le retour au travail notamment et sur les licenciements. Si on revient particulièrement à la situation du harcèlement, aujourd'hui, on veut parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir, soutenir et intervenir dans votre rôle de gestion. Si on va tout de suite au cœur de tout ça, la prévention, puis je vais passer beaucoup de temps sur la prévention, c'est 4 éléments que vous voyez présentement à l'écran. 1, la politique. Définitivement, il faut avoir un bon document. Je sais que mes collègues qui ont fait le webinaire sur les aspects juridiques en ont traité. Je vais en traiter aussi un peu. Mais ça, c'est la base, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas parce que vous avez une super bonne politique que vous allez prévenir le harcèlement. Il faut aussi de la sensibilisation et de la formation. Il faut mettre en place des mécanismes pour gérer les conflits. Parce que comme je disais tantôt, on est des êtres humains qui travaillent ensemble. Il va y avoir des conflits. Il ne faut pas se fermer les yeux. Il ne faut pas jouer à l'autruche, comme on dit, ou se mettre la tête dans le sable. Il faut savoir les repérer et comme gestionnaire, il faut faire des choses. Et il faut encadrer aussi la civilité. Et c'est vraiment la somme de ces 4 actions-là qui va faire en sorte que vous pouvez dire que vous avez mis en place un système pour prévenir le harcèlement. Si on regarde le premier, la politique, nous, on a travaillé sur le gabarit d'une politique. Vous pouvez retrouver ça aussi sur notre site web. Il y a plusieurs choses qui devraient se retrouver dans une politique, notamment les objectifs. Donc, il faut venir dire c'est quoi l'engagement de votre organisation. Le champ d'application. À qui ça s'applique? Est-ce que ça s'applique à vos clients, vos fournisseurs, vos travailleurs, travailleurs autonomes, pigistes, bénévoles? Il faut venir le dire précisément dans votre politique. Où aussi ça s'applique? Donc, dans quel type d'établissement? Il faut penser aux médias sociaux qui sont extrêmement utilisés par les gens maintenant. Il peut y avoir du harcèlement sur les médias sociaux. Il faut donner un horizon temporel aussi. Est-ce que c'est seulement sur les heures de travail? Est-ce que ça déborde les heures de travail? Est-ce que ça compte, ça aussi inclut les fêtes, les parties. Donc ça doit être inclus dans votre politique. On doit donner naturellement la définition du harcèlement, parler des responsabilités. C'est quoi la responsabilité de l'employeur, des gestionnaires, des employés, des partenaires, de tout le monde à qui ça s'applique? C'est quoi leur responsabilité là-dedans? Et surtout, on trouve trop souvent des politiques qui ne prévoient pas ça, mais on doit venir dire c'est quoi le mécanisme de dénonciation. Les gens, ils doivent savoir si moi je suis témoin, si je suis victime, à qui je m'adresse et comment. Si la personne qui est le mise en cause, qu'on appelle, qui est la personne qui fait le harcèlement, c'est mon patron, à qui je parle, à qui je m'adresse. Il faut prévoir ces situations-là, il faut que ce soit très, très clair. Est-ce que je dois faire une déposition par écrit? Si vous choisissez d'aller là,
il faut le dire aux gens. Il faut que les gens, ce soit très, très, très clair pour eux. Et il faut prévoir des mesures de soutien. Comment on va accompagner la personne qui fait la dénonciation? En l'absence d'une politique qui contient ces choses-là, bien, la décision de porter plainte, ça va être difficile pour la victime parce qu'elle n'aura aucun repère, elle n'aura aucun guide. Et c'est là que les situations peuvent malheureusement s'envenimer dans votre organisation. Donc, c'est un élément de prévention parce que les gens vont dire « OK, c'est clair ce qu'on s'attend de moi, c'est clair qu'est-ce qui va se passer si je dénonce, c'est clair comment je vais faire ça, comment on va s'occuper de moi. » Et ça, c'est des éléments, c'est prouvé, qui amènent de la confiance dans l'organisation. Ensuite de ça, la sensibilisation, la formation, ça, c'est pour avoir un langage commun. C'est encore tabou du harcèlement. Il faut s'en parler. Donc, il faut dire ce que c'est pas, mais donner des exemples, dire pour nous qu'est-ce que ça veut dire. Et dans la formation et de la sensibilisation, avoir des discussions. C'est une autre opportunité pour écouter vos gens. Il faut venir vraiment prendre le temps de dire ce qui est acceptable et entendre les préoccupations des gens. Mais il faut aller au-delà de la formation. Dans tous vos processus là, de gestion des ressources humaines, il faut avoir en tête la prévention du harcèlement. Quand vous faites des entrevues d'embauche, posez des questions sur les valeurs des gens, sur les comportements au travail. Quand vous vérifiez les références, comment les gens agissent avec d'autres personnes, c'est quoi leur façon d'être avec les autres. Lors de l'intégration, oui, il faut faire signer la politique, mais il faut avoir des discussions avec les gens. Il faut regarder par la période de probation. Trop souvent, là, on n'utilise pas ça, la période de probation, puis on embauche la personne, puis la période de probation est là, il faut l'utiliser, il faut évaluer les gens, et ça peut vous amener effectivement à ne pas avoir de problème après, parce qu'après la période de probation, le lien d'emploi, là, il est solidifié, si je pourrais dire, et là, ça peut devenir plus difficile de régler. Donc, je n'irai pas dans chacune parce que je vois le temps qui file, mais tout ça pour vous dire que oui, la formation, mais tous vos processus. La gestion de conflits, effectivement, là, vous n'êtes pas des spécialistes en gestion de conflits, mais vous avez un rôle, comme je disais, d'écouter, puis un rôle de facilitateur, de mettre des choses en place. La gestion de conflits, puis vous l'avez eu, là, j'ai vu que vous avez eu un courriel, vous avez mon document, vous pourrez regarder, mais il faut toujours regarder avec les gens qu'est-ce qui s'est passé entre les gens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe présentement? Puis, qu'est-ce qu'on veut pour le futur? Donc, quand deux personnes ne s'entendent pas, il faut bien, de votre part, que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux personnes-là. C'est quoi l'historique, le contexte, c'est qui est impliqué, jusqu'à quel point c'est intense, c'est rendu où cette affaire-là? Là? Sont-ils rendus effectivement à se donner des insultes devant tout le monde ou c'est pas rendu là? Ils sont encore très cordiales et polis, mais donc il faut savoir ça. Il faut savoir présentement, penses-tu que ça peut se régler? Y a-t-il de l'espoir? Sont-ils prêts à mettre des efforts? Et le futur, qu'est-ce qu'ils voudraient? Quand on travaille ensemble, c'est pas nécessaire d'être tout le temps les meilleurs amis du monde. Mais il faut trouver notre relation, elle va avoir de l'air de quoi? Et ça, en regardant effectivement dans votre rôle de gestionnaire le passé, le présent, le futur, vous pouvez effectivement aider à ce que le conflit se règle, puis on ne monte pas dans l'escalade que je vous ai montré tantôt jusqu'au harcèlement. Le quatrième élément de prévention, il faut miser sur la civilité. Donc, la civilité, selon les milieux, ça veut dire plein de choses, mais c'est sûr que ça veut dire du respect, de la collaboration, de la politesse, du savoir-être, de la courtoisie.
Et là, ça va être important dans votre milieu, parce que là, c'est des grands mots. Le respect, la courtoisie, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, peut-être pour moi, pour vous, pour votre voisin. Nous, ce qu'on conseille, c'est effectivement de travailler avec votre monde, de vous donner un code, une charte de civilité. Hein? Ces mots-là, ils veulent dire quoi pour nous? Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Puis ça, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça prend du temps, c'est de l'investissement, mais ça fait toute la différence du monde. Aussi, parce que comme j'ai été partie prenante, puis j'ai pu participer à ces décisions-là, après, ben, je vais me sentir légitimée de l'utiliser. Donc, par exemple, dans certains milieux, il faut se dire bonjour à tous les matins ou à tous les soirs, là, selon quand est-ce qu'on arrive travailler. Il faut dire bonjour à tout le monde. Dans d'autres milieux, non. Mais si dans votre milieu, il faut dire bonjour à tout le monde, puis que quelqu'un qui ne se fait pas dire bonjour, c'est de l'incivilité, bien, il faut venir le dire. Et là, comme les gens vont avoir accepté ça, vont avoir été partie prenante, bien après, quand ça n'arrive pas, ils peuvent se sentir légitimes de dire bien, regarde, on se l'était dit qu'on se disait bonjour. Donc, ça peut être des choses aussi simples que ça. Les mesures de prévention que vous pouvez faire, plein d'exemples sur l'image qui est présentement à l'écran, mais c'est sûr que ça peut aller jusqu'à l'étude du climat de travail. Des professionnels peuvent faire ça. Ça peut aller jusqu'à préciser nos attentes en matière comportementale. Donc, un comportement, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui s'entend. Donc, venir dire exactement quelle sorte de mots on veut entendre et on ne veut pas entendre. L'exemplarité, ça peut être un gros poids sur vos épaules en tant que gestionnaire, mais c'est extrêmement important. Ce qu'on dit, ce qu'on s'attend des autres, il faut le faire. En même temps, on est des êtres humains, des gestionnaires. On n'est pas parfait. Donc, il faut être aussi à l'écoute du feedback. Puis, il faut dire aux gens qu'on en veut du feedback. Puis que si à un moment donné, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, ben on dit « T'as bien raison, je ne l'ai pas fait. Je m'en excuse, puis voici ce que je vais faire. » Ça, c'est de l'exemplarité. Et ça aussi, ça a un gros, gros effet. Je vous dirais, c'est la première affaire. Vous avez une super bonne politique. Vous avez fait de la formation. Il y a des mécanismes pour gérer les conflits, mais que vous n'agissez pas de façon exemplaire, bien, vous allez gaspiller tous les beaux efforts que vous allez avoir faits. On a parlé de l'élaboration de chartes d'équipe, de chartes de civilité, de chartes d'équipe. La mise sur place d'un comité de prévention. Un coup, vous avez fait tout ça pour que ça vive dans votre organisation, d'impliquer les gens dans un comité, ça peut être aussi une idée. Les gens vont se sentir partie prenante, ça ne sera pas tout sur vos épaules, puis ils vont vous sortir des Moses de bonnes idées. Puis dans les organisations où il y a des syndicats, c'est certain qu'il faut les impliquer. Ils sont une partie prenante très, très aidante. Il nous reste environ 12-13 minutes. Je vais vous parler des stratégies de soutien puis l'intervention. Oups, je suis allée trop vite. Stratégie de soutien, bien dans le fond, quand on a fait tout notre travail sur la prévention et que malheureusement, ça peut quand même arriver. Je ne vous dis pas que vous allez avoir fait tout ça puis que vous n'aurez pas du tout du harcèlement, mais que malheureusement, il y a du harcèlement. Il y a des stratégies à mettre en place pour soutenir les individus et les équipes. Soutenir effectivement la personne qui dénonce, la victime, soutenir le mis en cause. On oublie souvent ça, de soutenir cette personne-là. Vous soutenir, vous, comme gestionnaire. Ça peut être du soutien notamment psychologique, d'aller chercher de l'aide là-dedans. C'est difficile de prendre la décision de déposer une plainte ou de faire un signalement. C'est difficile quand il y a une enquête. Là, tout de suite, après, on va voir l'intervention, on va voir l'enquête. C'est difficile pour tout le monde, pour les gens qui ont à témoigner pendant l'enquête. Donc, si vous pouvez offrir du soutien psychologique, ça va faire une très, très, très grande différence. Les gens vont se sentir considérés là-dedans,
même si c'est pas facile. Il ne faut pas oublier aussi votre soutien à vous comme gestionnaire. Je vous dirais, une des choses, si vous avez un conseil d'administration dans votre organisation ou des fois il y a des comités consultatifs, etc., dans nos conseils d'administration, on pense souvent avoir des gens du monde des finances, des avocats, des notaires, et c'est très, très bien. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas ça. Mais pensez aussi à avoir des gens, des professionnels en ressources humaines. Nous, à l'Ordre des CRHA, on forme les CRHA en gouvernance. Si jamais vous voulez aller de ce côté-là, vous pouvez entrer en contact avec vous. On peut vous trouver des gens qui vont agir même bénévolement sur vos conseils d'administration et qui peuvent vous soutenir. Et finalement, l'intervention. Je vais juste me prendre une petite gorgée d'eau. L'intervention, quand il y a eu signalement, quand il y a eu enquête, on va voir qu'il faut mettre en place des façons de favoriser la communication entre les gens. Comment on informe la personne qui est en autorité d'agir. On peut toujours, même quand il y a dépôt d'une plainte, même quand on a commencé l'enquête, on peut toujours offrir la médiation et faire intervenir un médiateur accrédité. Ça peut être une façon intéressante, pertinente pour les parties de traiter cette situation-là. C'est pas de balayer les affaires en dessous du tapis, la médiation, mais c'est quelqu'un qui vient aider les parties à trouver une solution qui leur apparaît à eux pertinente, appropriée, humaine. Donc, ça peut être une option, la médiation. Comment on procède à un signalement et comment on analyse la recevabilité d'une plainte. Vous avez maintenant, c'est très petit, mais vous avez le document, le processus de traitement d'un signalement allant jusqu'à l'enquête en milieu de travail. La première chose, là, on parle au début de la situation. La personne, à un moment donné, commence à dire qu'elle a un inconfort. Si les gens sont formés, si vous avez un langage commun, une charte de civilité, ça va donner des outils pour que les gens soient capables de dire leur inconfort avec les bons mots, de la bonne façon, avec respect. Et ça peut effectivement faire en sorte que la situation se règle plus facilement à ce moment-là, puis qu'on ne retourne pas dans la fameuse escalade. S'il y a signalement à l'employeur, à vous ou à la personne que vous avez désignée dans votre politique, la première chose à faire, c'est d'indiquer, clarifier les attentes du signalant. Donc, si quelqu'un vient vous voir et dit « Je veux vous parler de quelque chose qui se passe avec la personne X », on l'écoute et on lui demande « Quelles sont tes attentes envers moi? » Il ne faut pas prendre pour acquis que la personne veut qu'on déclenche une enquête maintenant. Il ne faut pas prendre pour acquis que la personne veut qu'on fasse rien. Et si la personne n'est pas en mesure de vous le dire, à ce moment-là, vous pouvez lui dire « Prends 24 heures, dors là-dessus, on se reparle demain. » Puis là, demain, vous faites un suivi. Puis vous dites « OK, y a-tu repensé? C'est quoi tes attentes envers moi? » Et là, à ce moment-là, il y a plusieurs choix qui sont possibles. Je vous parlais tantôt, effectivement, de démarches de rapprochement ou de médiation. Mais si on va jusqu'au dépôt d'une plainte, la première chose qui se passe quand il y a une plainte en harcèlement qui est déposée, c'est de voir si elle est recevable. La recevabilité d'une plainte, c'est de voir si effectivement elle répond aux critères que vous avez mis dans votre politique. À ce moment-là, puis c'est écrit interne là, sur l'écran, c'est que très souvent, ça peut se passer à l'interne. Et là, mais ça peut être confié à l'externe, mais on peut regarder effectivement, est-ce que ça cible des personnes qui sont incluses dans la politique? Est-ce que ça s'est passé dans un lieu qu'on a énoncé dans la politique? Donc, la recevabilité, c'est qu'on se dit, si au terme de l'enquête, tous les faits s'avèrent vrais,
tout ça là, s'avère vrai, c'est probablement du harcèlement. Donc, on reçoit la plainte à ce moment-là. Et quand la plainte est reçue, là, c'est l'enquête. Qu'est-ce que c'est une enquête? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, une enquête. Premièrement, il faut bien choisir son enquêteur. Il faut que ce soit un professionnel compétent qui a été formé pour faire ça. À l'Ordre des CRHA, on a un guide d'encadrement. Donc, les CRHA qui font de l'enquête doivent respecter ce guide-là qui leur donne un cadre. Ils ne peuvent pas faire une enquête n'importe comment. Les avocats aussi, avec le barreau, ont un guide d'encadrement aussi. Donc, des professionnels compétents. Le professionnel, à ce moment-là, va convenir avec vous d'un mandat, un mandat par écrit. Où commence son mandat et où il arrête son mandat. Et ça, c'est très important. Le professionnel, suite à ça, l'enquêteur va faire un plan, va vous soumettre un plan d'enquête. Qu'est-ce qu'il compte faire dans l'enquête? Et suite à ça, bien, il va analyser des documents. Des fois, il y a souvent des courriels qui ont été envoyés entre les parties, par exemple. Il va regarder votre politique, c'est certain. Il peut regarder toutes sortes d'autres documents. Il va rencontrer des témoins. Donc, les témoins vont être rencontrés, la mise en cause va être rencontrée, la partie plaignante va être rencontrée et l'enquêteur est formé pour porter un jugement professionnel pour venir vous dire si cette situation-là, c'est bien du harcèlement ou si ça n'est pas au sens de la loi. Mais surtout, l'enquête, c'est pour faire en sorte de faire la lumière sur la situation qui vous a été portée à votre attention, de faire en sorte de la régler et de faire en sorte de mettre en place des conditions pour plus jamais qu'une situation comme ça revienne. Donc, l'enquêteur aussi va vous faire des recommandations. Et c'est là que c'est intéressant de faire affaire avec des conseillers en ressources humaines agréés. Ce sont des professionnels qui ont une vue systémique de tous les facteurs de risque que je vous ai parlé là, au début, là, quand on a regardé tous les facteurs liés, par exemple, au style de gestion, au lieu de travail, aux méthodes de travail, l'organisation du travail. Donc, les conseillers en ressources humaines agréés peuvent vous faire des recommandations pour ne plus que ça arrive, des situations comme ça, parce que votre obligation, c'est d'avoir un milieu de travail sain, puis de faire en sorte que tous les impacts négatifs liés au harcèlement qu'on a traités ne surviennent plus dans votre organisation. Donc, à la fin, l'enquêteur va vous remettre un rapport d'enquête où il va décrire ce qu'il a recueilli. Il va aussi vous dire s'il pense que c'est du harcèlement ou pas et faire des recommandations à partir de là. Et là, vous devrez prendre une décision comme gestionnaire sur les mesures que vous devrez prendre. Si c'est du harcèlement, est-ce que vous voudrez effectivement congédier des personnes? Est-ce que vous voulez faire de la formation? Il y a plein de choses qui pourraient être recommandées. Mais ça se peut aussi qu'au terme de l'enquête, l'enquêteur vous dise qu'il n'y a pas eu du harcèlement au sens de la loi. Puis ça ne veut pas dire « Oh, phew! Je l'ai échappé belle ». Non. S'il y a une personne qui a eu le courage de faire un signalement, bien, il se passe quelque chose dans votre milieu de travail. On ne fait pas un signalement, on ne fait pas une plainte pour le fun. On n'a pas personne qui fait ça. Donc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et l'enquêteur, le professionnel en ressources humaines, pourra venir effectivement vous faire des recommandations, même si ce n'est pas du harcèlement au sens de la loi sur les normes du travail. Et ces recommandations-là sont tout aussi importantes parce qu'effectivement, c'est ça qui va vous aider à prévenir, à faire en sorte que votre milieu de travail est sain.
Donc, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Je voulais laisser du temps pour les questions. Je vous rappelle qu'effectivement, on a des ressources sur notre site, notamment le guide pour des milieux de travail exempts de harcèlement et notre programme de gestion en matière de harcèlement au travail. Et je suis disponible pour poursuivre la conversation avec vous pour prendre vos questions. Madame Bouchard? Oui, alors toujours aussi intéressant de plonger dans ce sujet-là. Mais en attendant que les gens se manifestent, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas de questions, ben, j'en ai préparé quelques-unes. Je me demandais si vous aviez, on en parlait un petit peu tout à l'heure avant votre présentation de notre environnement de travail. Un environnement de travail un peu atypique où on travaille dans le milieu culturel, c'est bien sûr dans des studios, dans des horaires le soir, mais surtout dans un contexte de mobilité internationale. Un peu moins maintenant, mais généralement, on est peut-être plus souvent à l'étranger que chez nous, dans nos bureaux. Hein? C'est même rare hein, que l'ensemble des équipes se retrouvent dans les bureaux. Donc, ça pose des défis au niveau des communications, Oui. au niveau de comment assurer, je dis le mot contrôle, mais c'est peut-être pas le bon terme approprié, mais comment on s'assure d'avoir les outils. Est-ce que vous avez des exemples, c'est pas juste notre milieu qui se retrouve à travailler en mobilité internationale, mais justement pour travailler la prévention. Parce qu'on peut travailler avec beaucoup de pigistes, c'est pas nécessairement avec qui on a le temps de partager notre charte de valeurs ou de notre charte que vous avez parlé tout à l'heure. C'est des gens De qu'on peut engager, civilité. de civilité, par exemple. Vous savez, on engage des pigistes à la dernière minute ou c'est des contrats de très courte durée. On gère, bon, on accueille un spectacle un soir, on est dans un contexte d'un événement corporatif de quelques soirs et c'est terminé, la relation contractuelle s'arrête là. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres outils dans notre milieu un peu atypique pour nous aider parce qu'on n'est pas dans un environnement toujours stable au bureau, dans un environnement, je dirais, contrôlé. Oui, je vous dirais, il y a deux choses que j'ai vues. La première chose, bon, de plus en plus, on utilise naturellement les technologies. Donc, il peut y avoir des choses qui se font en mode simulation. Donc, des courtes formations, on appelle ça du micro-apprentissage, là. Rien de très, très, très long, mais en mode simulation. Il y a des entreprises au Québec qui sont spécialisées pour faire ça. Puis ça ne coûte pas une fortune parce qu'ils utilisent des photos, là. Ça peut se faire assez rapidement. Ça peut se regarder sur mobile. Donc, très, très accessible pour venir dire de façon très punchée ce qui est acceptable ou pas et impliquer la personne parce que c'est une simulation. Puis là, elle choisit. Ah, moi, j'aurais fait ça. Ben, si tu fais ça comme ça, nous autres. Donc, ça peut être une façon. Autre façon que j'ai déjà vue à la Croix-Rouge, les gens de la Croix-Rouge, hein, il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles. Ils arrivent sur un site, puis là, il y a une urgence. Là, on n'a pas le temps là, de commencer à se dire comment... Mais ils doivent justement tous s'aligner pour être capables de bien traiter l'urgence. Et ils ont fait des espèces, en anglais, on appelle ça des learning maps, donc des espèces de cartes d'apprentissage qu'ils peuvent mettre sur une table, là, même si c'est en plastique, ils mettent ça sur la table. Et c'est une façon, effectivement, avec un petit groupe alentour de la table, ils regardent ça et rapidement, les informations et la discussion, ça permet aux gens de poser des questions. Donc, il existe des outils comme ça pour faire ça extrêmement rapidement. C'est des exemples concrets que j'ai vus, mais je suis certaine que des spécialistes, notamment en com, seraient capables de vous développer là, des choses accessibles qui seraient très, très, très percutants en très peu de temps. Ce que ça exige, par exemple, en amont, c'est qu'on y a réfléchi. On sait qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas. Mais après ça, pour le diffuser, il existe des façons extraordinaires maintenant de faire ça. Alors là, j'ai deux questions qui viennent de rentrer. Oui. Alors, dans quelle mesure les vagues de dénonciation actuelles dans le milieu artistique influencent ou influent sur la formulation et l'application d'une politique de harcèlement? Puis il y a une deuxième question à cette même question. Et dans quelle mesure ces politiques couvrent-elles d'éventuelles dénonciations du genre, qu'elles soient privées ou publiques?
Ben, la première, c'est dans quelle mesure la vague de dénonciation influence les contenus des politiques, c'est ça, j'ai compris? Oui, exactement. Ben, je vous dirais fort heureusement, là, c'est pas heureux, là, c'est pas ça, là, je veux pas... Le gouvernement, avec la loi sur les normes du travail, heureusement, est venu dire dans chaque organisation qu'il faut une politique. C'est un premier pas. Mais vous l'avez vu là, dans l'image, pour prévenir, c'est la politique plus plusieurs choses. Lors des conseillers en ressources humaines en commission parlementaire, on avait dit au gouvernement qu'il fallait que la loi aille plus loin que ça. Il a choisi pour le moment que ça n'aille pas plus loin que ça, mais bon, peut-être que ce n'est que partie remise. Des fois, les lois changent après qu'il se passe des choses dans la société. Mais il est clair que maintenant, les gens se rendent compte que oui, c'est important d'avoir une politique, mais une politique qui fait la différence. C'est pas juste venir écrire ben voici, on n'accepte pas le harcèlement, là. Ça, c'est comme quasiment pas avoir de politique. Donc, on voit de plus en plus les gens qui prennent le temps de faire leur politique. Malheureusement, il y en a encore, oui, c'est bon de regarder les exemples d'autres organisations, là, mais il faut résister à l'envie de prendre la politique de votre ami là, ou de votre beau-frère puis de venir juste changer le nom. Une politique, c'est une discussion extrêmement stratégique. Vous ne feriez pas ça pour votre plan stratégique là, de votre organisation, prendre le plan stratégique du beau-frère puis venir changer le nom. Une politique, c'est ça. C'est comment on agit ici, qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, c'est important d'avoir ces discussions-là, puis on voit qu'effectivement, les discussions sont là, puis on voit aussi que les gens s'interrogent vraiment sur, OK, quel mécanisme on met en place pour dénoncer? Donc, de plus en plus de gens vont demander quelque chose par écrit, par exemple. Ou de plus en plus d'employeurs vont offrir la médiation, vont venir dire dans leur politique, vous savez, la médiation est quelque chose qui peut être offert. Il y en a qui forment des gens dans leur organisation à faire de la facilitation ou de la médiation, peut-être pas de la médiation au sens de médiateur accrédité, là, mais de faciliter. Donc, il y a des choses comme ça qu'on voit de plus en plus. Votre deuxième question? C'était par la même personne. En fait, c'était dans cette même question-là. La personne se questionne sur est-ce que ces politiques-là, dans quelle mesure les politiques contre le harcèlement couvrent d'éventuelles dénonciations de harcèlement, qu'elles soient privées ou publiques. Si je comprends bien la question, c'est-à-dire est-ce qu'une politique peut couvrir ou empêcher, je ne sais pas si c'est cette personne-là, il faut que dans la politique, le mécanisme pour dénoncer soit là. C'est clair. Est-ce qu'il y en a qui peuvent avoir peur ou avoir des appréhensions que parce que je dis le mécanisme pour dénoncer, il va y avoir plus de dénonciation? Ce n'est pas nécessairement ce qu'on observe. Ce qu'on observe plutôt, c'est que ça rétablit le lien de confiance. Les gens se disent, OK, ici, on prend ça au sérieux et s'il se passe quelque chose, malheureusement, ben il y a un mécanisme qui est là, qui est en place, puis on va s'occuper de moi. Donc, c'est ça que ça a comme effet. OK, merci. J'ai une autre question. Oui. Alors, dans une organisation comme la plupart d'entre nous, hein, on n'a pas de ressources humaines, de directeur de ressources humaines ou de spécialistes. On gère beaucoup de gens à partiel, différents types de clientèle sans ce genre de gestionnaire. Qu'est-ce que vous nous conseillez afin de présenter notre nouvelle politique? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour présenter notre politique? Parce que si on n'a pas de spécialiste, on le fait nous-mêmes. Vous nous conseillez d'engager quelqu'un. Et est-ce qu'on devrait consulter toutes les clientèles visées par la politique? Plus vous impliquez les gens, meilleur c'est. Même si vous avez toutes les bonnes intentions du monde, il y a peut-être des choses dans votre angle mort. Donc, oui, ça prend plus de temps, mais au bout de la ligne, vous allez économiser du temps puis bien des tracas en consultant l'ensemble de vos parties prenantes. Donc, si vous avez des bénévoles, puis il y a des bénévoles avec qui vous faites affaire depuis longtemps, là, puis ils sont proches de vous, ça serait bon de les impliquer.
vos partenaires, les gens qui travaillent avec vous comme pigistes, etc., effectivement, c'est bon de les impliquer. Vous n'avez peut-être pas quelqu'un à temps plein, mais peut-être que vous pouvez embaucher quelqu'un pour quelques heures pour venir vous aider, savoir comment faire ça. Puis quand vient le temps de présenter, ça, vraiment, ça a beaucoup plus d'impact quand c'est le gestionnaire qui le fait. Si c'est vous qui présentez la politique, là, un coup qu'elle est faite, puis même dans les consultations, si c'est vous, je vous l'ai dit au début, s'il y a une chose à retenir de tout ce que je vous ai dit, c'est l'écoute. Donc, et l'exemplarité. Donc, c'est des belles occasions que vous avez d'écouter vos gens, puis d'être exemplaire quand vous allez présenter. Puis si vous voulez vous faire accompagner, mais ça vaut peut-être la peine. Puis si vous avez quelqu'un en RH sur votre CA, là, comme je vous disais tantôt, des fois, il y en a là, qui sont sur des CA. Je l'ai fait moi-même être sur des CA d'OBNL. Bien là, j'aidais le gestionnaire, la direction à faire des choses comme ça. Fait que ça peut être une autre façon d'aller chercher de l'aide. J'ai pas d'autres questions qui sont rentrées. Alors, je ne sais pas si les participants qui sont avec nous ont des questions. Je pense que la présentation était vraiment complète, bien structurée. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Donc, je vous remercie beaucoup de cette présentation-là. Et puis, en piste, en tout cas, on va consulter notre monde et sans doute, on aura d'autres volets qu'on voudra approfondir. Alors, merci beaucoup pour votre présentation qui fut fort enrichissante. Bien, merci beaucoup de l'opportunité. J'espère sincèrement que ça a été utile. Je comprends que ce n'est pas des situations faciles à gérer et c'est pourquoi il faut justement se former, s'outiller, aller chercher des ressources pour être capable de faire ça, puis de le faire comme il faut avec considération pour les gens. Merci beaucoup, puis bonne chance à tout le monde. Merci à tous. Au revoir.